Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien de l'actu sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue dans Accès Direct, la seule émission en direct sur les réseaux sociaux, sur la télé. Bien sûr, avec le JT, on y reviendra dans un instant. Et ce soir, au sommaire, on va parler d'un challenge avec un grand C et au pluriel avec 4 amis qui aiment visiblement se lancer des défis. Nous les accueillerons d'ici quelques minutes. Et puis comme chaque mois, Sophie Sesma viendra nous faire partager son amour des belles choses du quotidien de nos aïeux grâce à sa chronique Curiosité d'hier. Et puis en fin d'émission, nous parlerons d'une initiative solidaire et participative. Ça, c'est en fin d'émission avec un magasin pas comme les autres. On y reviendra. Bienvenue dans Accès Direct. Comme tous les soirs, on commence avec le traditionnel appel, puisque c'est pas encore un rappel des titres. Et Olivia, bonsoir. Bonsoir Manu. Et ce soir, avec toi et avec moi par la force des choses, on va s'intéresser aux résultats du bac. C'était ce matin. Exactement, tu as assisté à l'affichage de ces fameux résultats tant attendus. Tu étais au lycée Jean Moulin à Albertville où il y a 95% de réussite tout de même. Donc plus de détails et toutes les réactions évidemment, les cris de joie, les pleurs aussi dans le journal. Oh, on a hâte de voir ça. Moi j'y étais, c'est vrai que c'est un petit retour dans le temps, c'est marrant. Et puis on parle de Chambéry-le-Haut. Tout à fait. Alors Chambéry-le-Haut, on le sait tous, c'est mort selon les habitants. Une de commerce, tout est fermé. Ça va faire Ce n'est pas moi qui plaisir. le dis, ce sont les habitants. Sauf que les élus, le département, la région ont décidé de signer une convention de renouvellement urbain pour donner un petit coup de boost au Haut-de-Chambéry. Donc pareil, plus d'explications dans le journal. Ça tombe bien, on y reviendra avec un de nos invités tout à l'heure, on en saura plus. Puis on passe à la revue de presse et ce soir tu nous as trouvé un article qui met en lumière la belle ville d'Ivoire. Exactement, avec cet article du Messager. Ivoire, en fait, est labellisée Station Verte depuis le mois de janvier, mais c'est seulement aujourd'hui qu'elle a reçu, de la part des membres de la Commission nationale de contrôle et de labellisation de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige, une charte, en fait. En gros, je t'explique, elle est station verte, ça veut dire qu'elle est devenue un pôle touristique engagé auprès de la nature. C'est donc une ville qui est devenue dans une démarche d'écotourisme, on peut dire ça comme ça. Au niveau national, les stations vertes représentent plus de 500 000 lits touristiques. Ce n'est pas rien, et ça existe depuis plus de 50 ans. Bonne nouvelle. Et avec toi, Manu, c'est un petit peu moins léger quand Moi, même, c'est même carrément lourd. Non, on part en mais toi, montagne. résultat du bac, beaucoup d'émotions, du coup j'ai décidé, il faut trancher. Oui, car la série noire des morts en montagne a commencé, car figure-toi quand même que ces 8 derniers jours, il y a eu 8 morts en montagne et dans le seul département de Haute-Savoie. Alors, aucun massif n'est épargné, le Beaufortin, le bassin d'Argentière, le Mont-Blanc, les Aiguilles Rouges, la Tournette et même le Chablais. La montagne est particulièrement dangereuse en ce moment, la neige est toujours très présente en altitude, notamment ce sont les glissades sur les traversées de névé qui sont responsables de beaucoup d'appels au PGHM ces dernières semaines. Donc en cas de sortie, on vous le répète jamais assez, prudence en montagne, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des sociétés spécialisées, des guides ou même des organismes comme la Chamoniarde qui feront un plaisir de vous aiguiller et de mieux vous aider à planifier vos projets. Attention donc. Merci beaucoup Olivia. Merci Manu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, en fin d'émission, pour le rappel des titres, sinon 18h30 pour le JT. Et j'accueille tout de suite nos invités du jour. Clémentine Julien, Jennifer Houssin, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir sur notre plateau. Alors, c'est vrai, Clémentine, le grand public vous connaît pour 2 participations, si je ne dis pas de bêtises, au jeu Koh-Lanta. Exactement. Alors, ça commence à faire un petit moment, vous êtes au Savoyard et vous avez aujourd'hui décidé de vous lancer dans un grand défi un peu fou avec votre frère et 2 de vos amis. Alors, expliquez-nous un petit peu le concept. Eh ben, on a décidé de partir tous les 4 faire le tour du monde. Voilà. C'est un beau projet, ça. Ça, c'est un beau projet. Comme ça appelle. Mais un tour du monde pas banal, car on a décidé de lancer un concept de défi, un cap ou pas cap, en fait. C'est un jeu assez célèbre. C'est cap de faire tel défi, cap de faire tel défi, voilà. Et donc, nous, on se lance des défis sportifs, humanitaires et écologiques. Alors, comment ça va se dérouler, par exemple, Jennifer ? Alors, tout au long du voyage, en fait, on a un fil conducteur, le défi. Et on va essayer d'en réaliser au maximum. Donc dans chaque pays où on se retrouvera, on fera aussi bien des défis sportifs, donc avec la nature qui nous sera proposée, des défis humanitaires, donc là vraiment à la rencontre des locaux, et puis des défis écologiques, donc là pour donner une autre dimension un petit peu plus sérieuse.
Voilà, Dans où on se l'air du lance. temps. Pardon. Dans l'air du temps. Voilà, exactement. Alors concrètement, ça va consister en quoi ces défis? Alors, les défis sportifs, par exemple, un défi sportif qu'on s'est lancé, c'est de faire la route 66 en skate aux États-Unis, ouais, en skate et en stop. Ok. Voilà, on a prévu aussi de faire toute l'Amérique du Sud en vélo. C'est pas illégal le stop aux US? Non. Non? Pas pour nous. Voilà, après, on doit se renseigner. Voilà, logistiquement, il y a plein de choses à faire encore. On va faire des ascensions de volcans. On va faire un 6000 en Bolivie. Ok. On va faire un trail sur la muraille de Chine, par exemple. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour les défis sportifs. Les défis humanitaires, on a lancé là depuis une semaine des collectes de fournitures scolaires dans les écoles qu'on est allé récupérer en vélo tous les 4. Et l'idée c'est de redistribuer dans des écoles dans les pays les plus défavorisés que l'on va faire ces fournitures scolaires. Et aussi comme on est tous coachs de badminton pour ma part et de tennis pour les 3 autres, c'est d'aller dans tous ces pays qui n'ont pas l'opportunité de connaître ce genre de sport et de leur faire des initiations en apportant un peu de matériel sportif. Ok. Voilà. Bon, vous partez à 4. J'imagine que l'équipe, elle s'est fondée parce que vous êtes tous les 4 complémentaires un peu sur les activités, sur les envies, etc. Complètement, ouais. Au début, on est tous les 4 amis. Enfin, Clémentine et Benjamin sont frères et sœurs. Et puis nous 3 à côté, vraiment de très très bons amis de longue date. Et tous vraiment dans la même direction, avec les mêmes envies, les mêmes motivations, le même mode de vie ici. On a eu l'occasion de faire un premier test déjà de voyage ensemble, qui a plutôt fonctionné. Donc voilà, on n'est pas du tout inquiet sur notre entente. C'est déjà pas mal, Ouais. déjà avant de commencer. Bon, on en reparle quelques semaines après le départ. On en reparlera certainement bientôt. Comment vous avez choisi vos destinations, concrètement? Alors on voulait faire un voyage un peu atypique et pas faire un tour du monde linéaire, on va dire comme ça. Ouais. Voilà. Donc on a décidé vraiment de partir déjà du plus loin possible, donc la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui nous attire tous énormément, plutôt pour le côté sportif et nature. Et après, donc on va remonter par l'Asie de l'Est. Et après, on va en direction de l'Amérique, en partant du nord jusqu'au sud. On a décidé on voulait voir en fait tout type de paysages et de température. Aussi de pays en termes de culture, de développement et de population. Voilà. Et à partir de là, vous avez choisi les destinations et ça a fait les défis derrière ou c'était vice-versa? Comment ça s'est passé? C'était clairement en parallèle. Nous, on avait déjà des gros spots qui nous attiraient, donc on avait un peu des incontournables, on va dire. Et puis autour de ça, on a greffé nos envies et puis... Et nos défis. Voilà, et puis nos défis. Ça s'est vraiment fait ensemble. On a construit et l'itinéraire et les défis ensemble. Bon, c'est vrai que le tour du monde, ça en fait rêver beaucoup. C'est un mythe, un rêve qu'on a tous un peu dans un coin de la tête. Concrètement, c'est quoi le véritable objectif de 4 Oupa Cap? C'est de se découvrir aussi. Enfin, moi, personnellement, et je pense que les autres aussi, on est toujours à la recherche en fait, de dépasser nos limites. Et on aime le changement. J'ai du mal à rester dans une vie simple. Peut-être grâce à Koh Lanta, je sais pas. Je me suis dit maintenant Koh Lanta, je peux plus le faire. Donc, faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin, trouver d'autres limites. Mais voilà, sans forcément de télé et tout ça, faire notre chose dans notre coin. Et puis c'est aussi pour vraiment voir le dépassement de soi. On va vraiment partir avec notre sac à dos, une tente. Et voilà, l'idée c'est de voyager par nos propres moyens, de la locomotion douce, la marche, du vélo, et puis dormir un maximum soit chez l'habitant, soit dans notre tente. C'est une bonne façon, quelque part, de faire aussi un peu rêver et voyager ceux qui n'auraient pas l'opportunité, ceux qui n'ont pas l'occasion. On va essayer aussi de diffuser pas mal d'images, de vidéos, d'être suivi par tous ceux que ça pourrait intéresser, et les défis et les voyages, et puis de partager au maximum cette aventure pour tous les autres qui nous regarderont depuis la France. Ouais, quand même, un tour du monde, c'est un sacré budget. Comment vous avez réuni les fonds? Alors, on a 2 façons de réunir les fonds. D'abord, on a monté une cagnotte participative, Ulule, pour des particuliers, ceux qui ont envie de nous aider dans notre projet, afin de financer surtout le côté humanitaire. On a beaucoup de choses en fait à envoyer. Là, par exemple, on a récolté des kilos de fournitures scolaires et de les transporter de France à certains pays en Amérique du Sud, mais aussi en Asie. C'est un coût.
par exemple. Ensuite, voilà, même nous, ça va nous aider pour tout ce qui est logistique, sur place, etc. On a besoin aussi de s'acheter du matériel multimédia pour filmer tout ça, pour partager. Et aussi, on recherche des sponsors et des entreprises. Donc déjà, on voulait remercier les entreprises qui se sont lancées dans l'aventure avec nous, car il y en a quelques-unes qui ont commencé. Et qu'on dévoilera plus tard. Et on est toujours à la recherche de sponsors pour nous aider, surtout dans les défis sportifs. Au final, on se rend compte que ça coûte très cher, rien que l'accès aux parcs nationaux, ce genre de choses, ou la location de matériel, l'achat de matériel. Voilà, tout ça, parce qu'on ne peut pas partir avec notre planche de surf, nos skis, nos skates, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, on cherche ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, il y a toujours une petite marge, une petite nuance. Concrètement, comment on peut vous suivre pendant cette aventure? J'imagine que justement, vous serez en direct, vous diffuserez des images, vous le disiez. Il y a un site internet dédié, il y a une page Facebook, comment ça se passe? Tout à fait. On a une page Facebook, 4 roues pas cap. On a un Instagram aussi. On aura une chaîne YouTube. Et puis là, l'objectif, c'est de filmer et partager un maximum, de dévoiler là où on sera, ce qu'on sera en train de faire, les défis réalisés ou pas. Surtout nos défis, en fait. Voilà. Parce que les défis, on les fait pour certains particuliers. Déjà, tous ceux qui nous ont acheté des défis, les particuliers, c'est vraiment en leur nom qu'on va les faire. Et pour les entreprises aussi, parce que on va dire que les défis qui achètent les entreprises sont un peu plus grands. Voilà. Ils sont grands, ils sont porteurs de valeur, souvent. Vraiment, ils s'associent en fait à nous, ce qu'on véhiculera, donc le dépassement de soi, après sport, ils peuvent le sport, l'humanitaire, l'écologie. Chaque entreprise a la possibilité de choisir et d'orienter son défi et du coup d'associer cette entreprise à la valeur souhaitée. Départ quand? Fin septembre. Fin septembre. Pour combien de temps à peu près? 365 jours minimum. Minimum. On ne sait pas si on rentrera. Il n'est pas dit qu'on fasse un petit peu de rave. Dans ces conditions-là, ça fait toujours plaisir, j'imagine, de prendre un petit peu plus de temps pour soi, pour profiter de ces beaux paysages. Mesdemoiselles, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite bon courage pour votre projet. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir. En plus, j'ai une émission que de demoiselles ce soir, donc j'ai pas trop à me plaindre. Parfait. Bon courage pour la suite. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir notre Sophie nationale, Sophie Sesma, et ses curiosités d'hier. Salut Sophie. Salut Manu. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Ouais, super. Bon, c'est notre dernière. Avant les vacances. Avant les vacances. On se retrouve en septembre après. Il y a bien des chances. On sera frais et reposé. Exactement, beau j'espère. et bronzé, c'est sûr. En attendant, comme chaque mois, tu nous as ramené des superbes choses, des belles curiosités. Et avec toi, on va commencer avec un truc que je suis sûr la plupart de nos téléspectateurs ont oublié. Méconnaissent. En fait, on en trouve beaucoup dans les vides-greniers et ça peut lever des questions, mais en fait, les gens connaissent. Donc, pour remettre mon objet en situation et dans son contexte d'usage, il faut bien sûr parler un petit peu du mois de juillet, mois des fenaisons par excellence, donc on va couper les foins. Pourquoi on coupe les foins? Pour pouvoir donner à manger aux bêtes en hiver et pendant les mois, les plus froids, pendant lesquels, bien sûr, on ne va pas sortir ni les vaches, ni les veaux, ni les bœufs. Et pour ce faire, c'est maintenant qu'on engrange du foin. Et pour engranger du foin, faut le couper. Alors on va tout couper, les talus, les fossés, absolument tout. Plus on en récupère, mieux c'est. Le récupérer, c'est bien, mais le stocker, c'est mieux. Et pour pouvoir le stocker, eh bien, on va se servir de clé à foin. Alors là, j'en ai une qui est exceptionnellement grosse. Mais le principe de la clé à foin, eh bien, il ne se comprend. Ah ouais, une belle collecte. Oui, là, c'est une jolie collection que j'ai achetée il y a 4 jours, exactement. Et alors, c'est drôle, on dirait c'est des petits crochets. Et pour pouvoir comprendre comment on s'en sert, je suis obligée de vous parler d'un autre objet qui s'appelle le barillon. Alors, le barillon, il faut imaginer que c'est un peu comme notre tapis qui est ici. C'est un grand treillage qui est fait de liens losangiques. Et aux extrémités, eh bien, on a 2 grands bâtons. Les faucheurs, lorsqu'ils vont faire leur travail, donc ils vont faire des tas
de foin, de gerbes. Et les gerbes, au fur et à mesure, après, ils vont aller les mettre à plat sur ce barillon. Alors parfois, au fond du barillon, on va mettre un drap qu'on appelle le buscaille et qui va permettre en fait de récupérer un maximum de foin, surtout de ne pas en laisser s'échapper. Et puis comme tu as dû le comprendre, eh bien, comme j'ai 2 bâtons de chaque côté, j'ai mon foin au milieu qui est sur mon drap, eh bien quand je vais vouloir récupérer mon foin, je vais relever les 2 bords les 2 bords de mon drap, je vais prendre mes 2 bâtons et je vais lier à l'aide d'une grande corde. Alors là, j'en avais trouvé une. Hop, j'ai trouvé une grande. Belle corde en chambre. Alors non, celle-là, elle n'est pas en chambre. Mais non, celle en chambre, elle laisse traîner plein de... la prochaine fois, je t'amènerai une belle corde en chambre. Ok, avec plaisir. Et donc, tu vois, elles ont la spécificité, les clés à foin, bien d'être marquées aux initiales des propriétaires. Et donc, c'est un peu comme de la couture. On va passer la clé à foin entre les mailles et ça va nous permettre, en fait, de faire un gros rouleau de printemps de foin et c'est descendu à dos d'homme en bas, puisque là on peut être dans les alpages, on s'en est beaucoup servi dans les alpages, et puis on va les descendre comme ça tranquillement, puis après les laisser à nouveau s'ouvrir, les laisser sécher, et puis pouvoir les stocker après tranquillement pendant l'hiver. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, tu nous disais, il y en a de partout. Ouais. Oui, alors pour être très honnête, ça ne vaut pas une fortune gigantesque. En revanche, c'est des beaux objets de décoration aujourd'hui, surtout ceux qui sont monogrammés au nom du propriétaire, parce qu'en fait, c'est un peu une âme. On peut imaginer un peu l'histoire, puis c'était des objets qui étaient faits le soir pendant les veillées, pendant les temps d'hiver. Donc ça a vraiment des objets utilitaires, des beaux objets d'art populaire qui ont une jolie patine. C'est vraiment toujours très agréable de les toucher. Il y a vraiment un contact très... moi, j'ai toujours envie de dire très sensuel. Enfin, je trouve que c'est vraiment des objets qui parlent, qui ont encore une vraie vie et encore beaucoup de choses à nous apporter. Et une vraie présence en plus. Celle-là, elle est bien grosse. Et alors, une fois qu'on avait fait les foins, qu'on avait bien travaillé, parce que c'est vraiment une période où on travaille intensément, le mois de juillet, on commence à 4h30 dans les alpages, donc on ne ménage pas son temps de travail. Qu'est-ce qu'on fait ? On se désaltère un petit coup, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on boit ? On boit de la bière, bien sûr, on boit de la bière. Alors, je suis déçu, elles sont vides. Ah oui, elles sont vides. Il n'aurait pas fallu les boire, celles-là, parce que comme elles datent du 19e siècle... J'ai entendu que ça vieillissait très bien, les bières. Oui, alors peut-être, mais alors moi, j'aurais quand même pas essayé, histoire de ne pas être malade demain. Ça, c'est certain. Alors, je suis venue avec des bouteilles de bière. Pourquoi est-ce que je suis venue avec des bouteilles de bière ? Eh bien, parce qu'il y a des collectionneurs en France de bouteilles de bière. Des gestophiles. Des thégestophiles, exactement. Et ouais, moi aussi, j'ai bossé en amont de cette émission. Chouette. Et alors, est-ce que tu sais que les thégestophiles ne collectionnent uniquement les bouteilles de bière, mais pas les sous-bocs. Les collectionneurs de sous-bocs ont un autre nom qui est à rallonge et dont le nom tient plus de la cervoise que de la bière. Ça commence par Cervalo, Bello, je sais pas quoi. Et alors tout ça, ça m'a donné envie juste de vous parler un tout petit peu de la bière ce soir. Donc il faut savoir que dans les le week-end, donc tu fais bien. Autrefois, dans toutes les régions de France, il y avait énormément de brasseries. Et il faut savoir que la bière, c'est une boisson ultra populaire, mais depuis très longtemps. Alors de mémoire, c'est 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ah, quand même, ça commence à faire. Depuis 12 000 ans avant Jésus-Christ, et c'est un petit peu comme la tarte tatin, c'est un peu dû à une erreur. La tarte tatin, c'est 2 femmes qui avaient fait une tarte, et malheureusement, elles l'ont fait tomber, raté. Et a priori, la bière, on suppose qu'en fait, ce sont les femmes autrefois qui brassaient les céréales, et que malencontreusement, elles auraient laissé des céréales macérées dans de l'eau, et bien sûr, ça a fermenté, et ça aurait fait de la bière. Alors, on s'est rendu compte que la bière... Il faut y aller quand même, parce que c'est vrai qu'avec aujourd'hui, c'est tout un art avec les pressions et le temps. Mais autrefois, ça n'avait pas du tout le même goût qu'aujourd'hui. C'était vraiment beaucoup moins étudié, beaucoup moins... Puis c'était certainement beaucoup moins alcoolisé aussi. Ça avait un goût très différent puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, que les Chinois l'aromatisaient à l'aubépine et au raisin. Et chez les Chinois, eh bien, la bière, c'est quelque chose qui est thérapeutique, mais aussi rituel, puisqu'on les offre aux dieux. On savait, par exemple, que les Égyptiens étaient d'excellents brasseurs de bière, très, très réputés partout dans le bassin méditerranéen, à tel point qu'ils étaient devenus commerçants et qu'on échangeait des bouteilles de bière contre bien d'autres choses. Alors la bière, aujourd'hui, on la boit bien sûr avec modération. Chez nous, en France, tout du moins sur notre terre gauloise, eh bien, c'est Charlemagne qui va décider de la réglementer. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant les périodes de disette, on ne peut pas brasser de la bière puisqu'on conserve les céréales
eh bien, pour la consommation humaine, pour faire du pain. Donc il y a eu des périodes durant l'histoire de France pendant laquelle les Français ont été privés de bière. En l'occurrence, à la Révolution française, eh bien, il y a eu interdiction de brasser de la bière, ou tout du moins boire de la bière. Explique cela. La Révolution, c'est peut-être parce qu'on les avait privés de bière. Surtout. C'est peut-être pour ça. La bière était devenue un luxe puisque les céréales étaient de ce fait conservées pour faire du pain, par exemple, puisqu'on sait que les femmes sont allées réclamer du pain auprès de Marie-Antoinette. Donc après, on sait qu'en France, on avait 900 brasseries avant 1914. 1914, enfin les deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, ont vraiment mis un coup d'arrêt à cette magnifique industrie en France. Et on sait qu'en 1968, eh bien, il ne restait plus que 24 brasseries en France. Okay. Donc on a une vraie chute. Aujourd'hui, comme on adore nos régions de France et qu'on est hyper régionaliste, il y a plein de petites brasseries. Les micro-brasseries dans tous les sens, c'est tendance. On a des super brasseries. Moi, je pense à la bière du Mont-Blanc qu'on peut retrouver. La brasserie du Salève, la brasserie Vera, la brasserie du Gifre. Il y en a dans tous les sens aujourd'hui. Il y en a plein et on peut goûter plein de bières qui maintenant aussi sont aromatisées pour ceux qui n'aiment pas la bière classique. Et alors, mon dernier objet. Le dernier, mais pas des moindres. Et on fait pas. Et il faut que je fasse vite, je suppose. Eh bien, je vous ai amené un petit ramoneur. Pourquoi je vous ai amené un petit ramoneur? Eh bien, simplement parce que c'est la période pendant laquelle les enfants savoyards revenaient au bercail. Ils terminent de ramoner, ils terminent leur tournée de ramonage dans les grandes villes de France, à savoir Nancy, Bordeaux, Lyon et Paris, et ils terminent à la fin du mois de mai. Et le temps de rentrer en Savoie, eh bien, ça met du temps, Savoie et Haute-Savoie. Chez nous, la majeure partie des ramoneurs, eh bien, ils viennent de Maurienne, de Tarentaise et du Val d'Aoste. Ils sont tout petits, c'est vraiment des tout pitchouns qui partent. Pourquoi? Eh bien, parce que les conduits de cheminée, vous savez, les cheminées autrefois, eh bien, elles étaient adossées à un mur. Elles n'étaient pas tuyautées comme on avait aujourd'hui, mais c'était vraiment une grosse maçonnerie dans laquelle les enfants pouvaient passer. Les ramoneurs avaient de 6 ans à 12 ans pour les plus jeunes. Les plus grands faisaient 50 km par jour pour gagner une maigre pitance, puisqu'en fait, ils étaient un peu rabattus. Il y avait des vrais rabatteurs de ramoneurs qui promettaient aux parents un peu monts et merveilles. Donc, entre 50 et 120 francs pour la saison, donc de septembre à mai, avec, c'est très marrant parce que j'ai lu les contrats, un vêtement d'été. Aucun intérêt quand on est ramoneur, parce que quand on retourne en Savoie, on peut avoir froid. Donc, un vêtement d'été, ils s'engageaient aussi à leur faire passer la première communion, à les scolariser et à leur payer leur retour en Savoie, et bien sûr à ne pas les abandonner sur le bord de la route. Donc, nos petits ramoneurs... C'est pas écrit? Non, alors c'était un contrat oral qui n'était pas toujours respecté. Première communion et classe. C'était pas gagné, sachant qu'ils travaillaient quand même 14 heures par jour, nos petits ramoneurs savoyards. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils rentraient, eh bien, ils avaient travaillé pendant 7 jours consécutifs. Il n'y avait pas de vacances quand on était petits ramoneurs. Et quand on rentrait en Savoie, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les foins avec papa et maman. Mais du coup, on avait quand même quelques jours de tranquillité. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le petit ramoneur savoyard, eh bien, il porte chance? J'ignorais qu'il portait chance. Eh ben, ça, c'est une petite poupée qu'on gardait chez soi qui est un porte-bonheur. Okay. Autrefois, on pensait, il y a une vieille légende qui dit qu'au XIe siècle, il y a un ramoneur qui aurait aidé, qui aurait sauvé la vie d'un roi, Guillaume, au XIe siècle, et que pour le remercier, eh bien, le roi Guillaume l'aurait invité au mariage de sa fille et lui aurait donné 2 privilèges. Celui de porter un chapeau haute forme, vrai privilège au demeurant, et celui d'avoir 13 boutons sur son vêtement. Et 13 boutons. Ça porte chance. C'est comme les fleurs de muguet. Voilà. Et alors, pour terminer, eh bien, faire ramoner sa cheminée, ça évite d'avoir la maison qui prend feu, et c'est aussi pour ça que ça porte chance. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup, Sophie. On se retrouve en septembre. On se retrouve en septembre avec plein de nouvelles vieilles choses. Ouais, plein de nouvelles vieilles choses. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Et puis tout de suite, on accueille notre invité. On en parle. C'est tout de suite. Florence Bourgeois, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités surtout. C'est un plaisir, écoutez, de parler des initiatives locales, ça nous fait plaisir et c'est un peu notre devoir aussi. Et avec vous, on va parler de l'association Coquelicot. Alors déjà, en quelques mots, racontez-moi un peu le projet, c'est un magasin quand même pas comme les autres. Alors, c'est un magasin pas comme les autres, un style de magasin qui est en train de se développer quand même un peu partout en France. La particularité sur Chambéry-le-Haut, c'est que c'est vraiment un magasin qui se développe dans le cadre d'un projet de quartier. Voilà, dans un quartier où on n'a pratiquement plus d'offres, plus dans le sens de pas d'offres de lieux de consommation,
pour pouvoir faire ses courses. Et on avait ce souhait d'apporter quelque chose, une offre un peu différente, une offre un peu différente aux habitants du quartier. Alors c'est vrai qu'on va le voir d'ailleurs dans le JT d'ici quelques minutes avec Olivia Boisson qui s'est penchée sur la redynamisation du quartier. C'est un pari osé quand même d'ouvrir quelque chose dans Chambéry-le-Haut avec les commerces qui ferment les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y a pas mal de panneaux à louer, des panneaux fermés, etc. Vous choisissez d'installer votre activité là-bas. Pourquoi? Oui. Alors, on choisit d'installer notre activité là-bas et comme je vous le disais, on a vraiment cette activité, elle ne prend de sens que parce qu'elle est là-haut, en fait. Et le démarrage de cette activité vient d'un collectif d'habitants qui, sur le quartier, souffrait en fait du fait qu'il n'y ait plus de boutiques et a voulu redévelopper quelque chose. Donc, c'est battu auprès de la mairie, auprès des collectivités pour arriver à redévelopper des commerces. C'est quelque chose qui a commencé à fonctionner, mais pas complètement. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas proposer notre propre commerce où on pourrait justement impliquer également les habitants du quartier et leur proposer de venir participer et investir un lieu. Voilà. Alors justement, c'était ma prochaine question. En quoi c'est participatif? Alors, c'est participatif parce que pour pouvoir venir dans ce magasin, déjà, la première condition, c'est d'être adhérent. Voilà, nous sommes une association pour l'instant, donc il faut adhérer. Et quand on adhère, en fait, on peut venir dans le magasin, mais surtout, on a ce devoir, cette obligation morale de venir donner du temps. Donner du temps à la fois sur des temps de permanence, des temps de préparation, des temps de développement de projet, des temps de réflexion. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir s'investir personnellement dans ce projet-là. Aujourd'hui, il y a des horaires. L'idée, c'est de venir récupérer un panier un peu complet entre 17h et 19h, si je ne dis pas de bêtises. À terme, ça a vocation de devenir vraiment une entité ouverte en permanence. Voilà, comme les autres, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors, un magasin participatif, vous imaginez bien, tous, on ne vient pas du commerce. Donc, effectivement, il faut faire avec nos compétences diverses et variées pour arriver à monter le projet. Donc, dans un premier temps, on est sur ce mode associatif avec la création d'un groupement d'achat, avec une proposition hebdomadaire où effectivement, une fois par semaine, les gens commandent et viennent récupérer leur panier. On a commencé à développer en parallèle une offre permanente. Voilà, on a quelques produits, des denrées non périssables en permanence. Et tout doucement, l'idée est d'aller vers un projet plutôt coopératif avec une adhésion par part sociale au projet et une ouverture permanente sur le quartier. Bon, j'imagine que vous privilégiez beaucoup tout ce qui est bio, tout ce qui est circuit court également. Oui. C'était aussi ça le challenge dans le quartier, c'était de rapporter de la nourriture, ce qu'on peut considérer comme de la nourriture saine, c'est-à-dire être surtout sur du circuit court, travailler avec les producteurs locaux, proposer ces produits-là avec, si possible, une tarification qui puisse être accessible pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a en termes de produits à la fois du bio, à la fois du raisonné, tout le temps avec cette idée de circuit court. On est très attentif à la provenance des produits avec une commission approvisionnement qui choisit vraiment en fonction de la qualité du produit, de l'éthique de l'entreprise qui le produit, etc. Alors aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, vous avez à peu près 200 adhérents. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin? Bien sûr. L'objectif, ce serait... Alors, on n'a pas de plafond de nombre d'adhérents. Plus nombreux on sera, mieux ce sera. Mais effectivement, aujourd'hui, 215 adhérents, on ne peut pas vivre complètement et créer le magasin complètement avec ce nombre-là. Ce n'est pas possible. Alors, concrètement, vous n'êtes pas les premiers à choisir ce mode de fonctionnement. Non. Pourquoi ça marche selon vous? Pourquoi ça marche? Parce que les gens ont besoin de sens aussi, peut-être tout simplement. Les gens ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font, ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils consomment, ils ont besoin de savoir. D'une façon générale, on le voit dans toutes les initiatives qui existent, que les gens ont besoin de se réapproprier un peu leur quotidien et leur mode de consommation. Donc ça marche aussi pour ça. Sur Chambéry-le-Haut, ça marche particulièrement parce que on est sur un quartier de politique de la ville, prioritaire de la ville, où du coup les gens ont besoin de retrouver
des lieux d'écoute, des lieux de parole. Donc ça a aussi ce rôle-là, un rôle social. Et je pense qu'on a tout à fait été entendu dans ce sens-là par à la fois la collectivité, à la fois par l'État qui nous soutiennent dans ce projet-là, et surtout par le bailleur social présent sur les Hauts de Chambéry, Cristal Habitat. Sans qui ça n'aurait pas été possible. Tout à fait. Bon bah écoutez, en tout cas vous le savez, hein, si vous êtes partie de cette communauté d'habitants de Chambéry-le-Haut, vous n'avez aucune excuse pour vous y mettre. C'est l'association Coquelic apostrophe HAUT, Chambéry-le-Haut, normal. Tout à fait. Florence Bourgeois, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Alors peut-être qu'Olivia Boisson viendra nous faire un petit coucou encore pour les titres ou pas, on ne le sait pas. Mais je l'entends qui arrive au loin. Merci beaucoup Olivia. Je cède ma place. Je vous laisse repartir en régie. Florence Bourgeois, merci beaucoup. Et avec toi Olivia, très succinctement, dans quelques minutes, le JT et on va parler du bac et des résultats du bac du côté d'Albertville. Exactement, tu étais ce matin au lycée Jean Moulin. 95% de réussite, tout de même, c'était un bon cru cette année 2018 à Jean Moulin. 81% de réussite au total en France. Donc tu as assisté à la découverte des résultats et c'est un chouette sujet. Merci beaucoup et merci de me rappeler mon programme de ce matin. Et ensuite, on va s'intéresser à un de tes reportages. Et comme on vient d'en parler à l'instant, c'est sur Chambéry-le-Haut. Exactement, sur les Hauts de Chambéry. Alors pour le coup, c'était hier soir. Il y a un contrat de renouvellement urbain qui a été signé entre plusieurs acteurs, hein, l'État, la région, le département et Cristal Habitat aussi, qui est un bailleur social. Donc on allait faire un peu le point sur place, voir l'avis des habitants, des commerçants et tout ce que ça peut apporter. Et c'est dans quelques minutes, reportage complet avec donc le JT d'Olivia Boisson. Accès Direct, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite un très très bon week-end. La semaine prochaine, on se retrouve, on reprend les mêmes, on recommence puisque c'est moi que vous retrouverez à partir de 18 h. Et puis moi, je vous souhaite donc un très bon week-end. Et puis à très vite sur 8 Mont Blanc.